idée française, n'est-ce pas, atterrit au Cameroun, c'est-à-dire devient une idée anglophone. Comment une idée qui est celle du gouvernement français devient soudain une idée anglophone. C'est le thème de ce jour, mais comme vous savez aussi, on ne peut pas parler, je l'ai utilisé en termes de méthode, c'est ce que j'applique, je le mentionne également dans mes classes. On ne peut pas parler d'une chose sans parler de son absence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans parler de ce que cette chose n'est pas. On ne peut pas parler des oranges, en d'autres termes, sans dire dans quelle mesure ces oranges ne sont pas des mangues. C'est un peu ça qui est le principe de l'analyse, c'est-à-dire l'analyse comparée également. Elle implique la comparaison de son absence. Cela dit donc le thème de la décentralisation, c'est-à-dire le concept de la décentralisation, l'idée de la décentralisation, devait surprenante parce qu'évidemment, c'est le status quo, c'est grosso modo dit que le Cameroun demeure tel qu'il est. C'est en d'autres termes dit qu'il n'y a pas de changement. Et c'est d'ailleurs ce qui est le fondement de la politique française, c'est-à-dire que quels que soient les trémours, quels que soient les changements, quelle que soit la volonté du peuple anglophone, il n'y aura pas de changement, on se retrouvera toujours avec la structure que l'on a, on se retrouvera toujours avec la forme de l'État que l'on a, parce que, évidemment, celle-ci garantit la possession française qui est le pétrole qui se trouve dans la zone anglophone. Comme quoi, la France ne peut pas marcher contre ses propres intérêts qui sont le pétrole qui se trouve dans la côte de Limbé. N'est-ce pas? Voilà le contentieux comme nous savons. Voilà ce qui fait que la France ne peut qu'adopter une position de décentralisation. Maintenant, la question qui s'est toujours posée, c'est de savoir comment vendre cette idée aux Camerounais. Comment vendre cette idée au Cameroun? Bien, on peut bien sûr reprocher à Paul Biya d'avoir utilisé la décentralisation comme étant c'est-à-dire comme étant une carotte devant un âne, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui fait courir les Camerounais lorsque ceux-ci en même temps demandent le fédéralisme, sinon la sécession. On peut lui reprocher en le faisant d'avoir propulsé la demande de fédéralisme et de sécession. Mais il demeure que l'enjeu véritable, c'est le pétrole. Du point de vue de la France, le pétrole qui se trouve dans la zone anglophone. Et la cause de la guerre est toujours dans le sous-sol de la terre, ce qui fait que les gens se tuent pour ce qu'ils ne voient pas, qui est d'ailleurs géré offshore, et dont l'argent est géré offshore, c'est ce qui explique le fait que Biapart est toujours en Suisse, parce que c'est évidemment dans des comptes bancaires offshore que cet argent-là est gardé. Pour ce qui est de la décentralisation, il faut déjà se poser la question de savoir comment est-ce qu'elle est arrivée au Cameroun durant ces derniers moments de crise, si pour être finalement quelque chose qui est posé sur la table. Il aurait bien pu écouter les paroles du fédéralisme, on aurait bien pu en parler, on aurait pu... Mais pourquoi est-ce que la décentralisation devient une solution qui arrive soudain? Pour ce faire, il faut se rappeler ces dernières années-ci, parce qu'évidemment, le conflit n'a pas commencé, le conflit dans sa phase chaude a commencé le 30 novembre 2017, lorsque Biya a déclaré la guerre. Lorsqu'il a déclaré la guerre aux anglophones, c'est là que le conflit a commencé. Il faut se souvenir, cette date-là, c'est le 30 novembre 2017. Donc, c'est à peu près il y a 2 ans. C'est là où le conflit a commencé dans sa phase chaude. Et dans ce conflit, traverse sa première phase avec le grand dialogue national qui commence évidemment demain, qui commence le 30, le 30 septembre, n'est-ce pas, 2019. Donc, ça fait 2 ans d'échanges, 2 ans de bataille, 2 ans de contentieux, 2 ans de génocide au final, parce que ce qui a commencé le 30 novembre et qui a une suspension plus ou moins avec le dialogue qui commence là maintenant, est arrivé à commencer sur le fait que bien ne voulait pas dialoguer. Ça fait que ce dialogue s'y clôt un chapitre plus ou moins de ce qui aura été une bataille extraordinaire. Ce dialogue s'y clôt donc la première phase. Parce que la guerre, c'était évidemment le refus de dialogue. Ça, il faut toujours le souligner, il faut toujours le dire. La guerre ne pouvait être autre que le refus du dialogue. Donc, ce qu'on voit là, ce qui se déroule à Yaoundé, ce qui commence le 30 et qui finira le 4, c'est donc la fin de la première phase. On saura plus tard si c'est la fin totale du génocide, de la guerre, de tout. On saura plus tard si c'est uniquement une introduction à quelque chose d'autre. On saura plus tard si c'est le prologue à quelque chose de plus grand qui sera évidemment soit la partition du Cameroun, soit le départ de Biya, c'est-à-dire soit l'indépendance de l'Amazonie, soit le chassement, scénario du Soudan, scénario de la Somalie. On le saura plus tard. On saura plus tard si
Après ceci, on aura l'ouverture, n'est-ce pas, du dossier évident du génocide. Cela, on le saura parce qu'évidemment, ces trois choses-là, d'une part, le chassement, d'autre part, l'indépendance, l'Amazonie, et en troisième lieu, le génocide ne sont pas sur la table du dialogue. Ces trois choses-là qui ont le potentiel de devenir dans le futur, quel qu'en soit le cas, n'est-ce pas, ne sont pas sur la table du dialogue. Ça veut dire que ce dialogue-là est self-contained. Il se donne la capacité d'arrêter tout, de suspendre l'histoire de ce qui s'est passé avant pour rendre la suite impossible. C'est-à-dire pour faire d'une part, accepter que Biya demeure président, d'autre part, accepter qu'on ne parle plus de génocide, n'est-ce pas, qu'on ne parle mais alors plus de génocide, et puis évidemment, accepter que l'Amazonie ne sera pas indépendante. Donc, ce dialogue-là se donne la capacité d'arrêter l'histoire, de faire la fin, d'être la fin de l'histoire. Ailleurs, on aurait dit qu'il y a reddition. Ailleurs, on aurait dit qu'il y a, par exemple, négociation. C'est encore une possibilité. C'est quelque chose qui est sur la table. C'est quelque chose qui a été mis sur la table par les Suisses et auquel le gouvernement camerounais a participé. C'est ce que souhaitent les Amazoniens, par exemple, qui ne sont pas à Yaoundé. Cela, on le sait. Mais le grand dialogue national se donne la capacité d'arrêter tout cela et de rendre impossible les trois scénarios que je viens d'énumérer et que je répète, c'est-à-dire le génocide, c'est-à-dire l'indépendance, l'Amazonie, et puis évidemment le chassement des biens. Le grand dialogue se donne la volonté de rendre tout cela impossible. C'est pourquoi il faut réfléchir, il ne faut pas le prendre comme étant une donnée évidente, il faut réfléchir sur ce que le grand dialogue national se donne donc comme thème, ce qu'il veut imposer comme solution qui pulvériserait ces trois autres possibilités-là que je viens d'énoncer. Ce qu'il veut mettre sur la table comme solution qui rendrait impossible ces trois autres éléments-là que je viens de mentionner. Ce qu'il veut mettre sur la table comme, en fait, le zoom. Le zoom, le mot allemand est très bien choisi ici parce que c'est lösen, c'est rendre quelque chose d'effectif, final, mais également, c'est-à-dire tout simplement le rendre liquide, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, au centre de ce dialogue national, ce grand dialogue national, se trouve la décentralisation. Elle a approfondi et de ce point de vue, elle souligne ce que la France demande parce que la décentralisation a toujours été ce que le Cameroun était. En fait, la transformation déjà des provinces en régions, en fait, dans la Constitution déjà de 1996, la décentralisation n'était pas seulement le projet, mais aussi l'effectivité. Il y a le ministère de la décentralisation, il y a le ministère des régions, etc., qui sont en train d'avoir des sessions, des séminaires sur la décentralisation, ce qui fait qu'on en a déjà parlé la fois passée. La décentralisation, c'est la solution que le gouvernement camerounais met sur la table. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que cette solution, qui n'en est pas une, arrive avec la France et comment est-ce que les anglophones la dribblent, comment est-ce que la France essaye donc de l'imposer. Pour ce faire, nous allons commencer par juin 2018. Nous allons commencer par juin 2018 et puis revenir sur la visite au Cameroun de Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État aux affaires étrangères français, n'est-ce pas? La visite de Jean-Baptiste Lemoyne qui implémentait grosso modo ce que la France aura présenté comme plan et comme solution. Mais écoutons d'abord Emmanuel Macron. Non, je crois qu'on se perd un peu là-bas. Je demandais Jean-Baptiste Lemoyne pour écouter et voir, voir un peu sa visite au Cameroun. J'ai eu Paul Biya au téléphone avant de venir à l'Union africaine. D'abord parce que je savais qu'il ne serait pas présent. Comme je visitais un de ses voisins, il était important que nous ayons un échange. Écoutez, nous avons parlé des grands sujets en cours. Le Cameroun a clairement un défi qui est la cohésion, la stabilité de l'État. Nous savons les tensions qu'il y a dans la région anglophone. Et là aussi, j'ai apporté tout mon soutien au gouvernement pour qu'il puisse justement aller vers la stabilité. Je pense que la stabilité va aussi vers la reconnaissance, les éléments de pluralisme, parfois de décentralisation qui permettent de régler ces problèmes et ces tensions. Je pense que ce dont la région a besoin, c'est de stabilité. Et ce dont la région a besoin, c'est d'ouverture, de trouver les bons modèles de régulation. Ce n'est pas au président de la France de le dire, mais d'accompagner toutes ces réformes de décentralisation, de liberté régionale qui sont offertes dans un cadre national clair. Je pense que beaucoup de ces sujets aussi peuvent trouver une issue favorable par une meilleure intégration régionale.
Et je l'ai dit, moi je crois beaucoup à la force de l'intégration régionale, pour le Nigeria comme pour le Cameroun, au sein de la CEDEAO. Et tout ce que la France peut faire pour faciliter, y compris dans le cadre d'une politique monétaire qui devrait être repensée, la France le fera. Évidemment, je m'étais un peu perdu, mais je voulais que l'on écoute Emmanuel Macron. Emmanuel Macron exprime là le point de vue français parce que, évidemment, le président de la République française est au-dessus de tout en ce qui concerne la politique étrangère. C'est-à-dire que le Parlement n'a même pas la possibilité de questionner ce qu'il dit. Son point de vue devient finalement la loi. Et le Parlement ne peut que lui poser des questions, ne peut que lui poser des questions qui lui donnerait l'occasion de répéter à travers son ministre des Affaires étrangères. Comme nous voyons, ce ministre des Affaires étrangères a pris position plusieurs fois pour répéter ce mot-là que Emmanuel Macron a dit qui est la décentralisation. Il a utilisé plusieurs fois décentralisation, 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 qui est fondée sur ce qu'il appelle la stabilité de l'État. Tout Camerounais dirait que le besoin fondamental au Cameroun, ce n'est pas la stabilité de l'État, c'est le contraire, le changement au sommet de l'État, c'est-à-dire le chassement. Tout le monde le dira. Mais pour Emmanuel Macron, le problème du Cameroun, c'est la stabilité de l'État et donc la solution, c'est la décentralisation. Il a dit plusieurs fois, ce qui est devenu la position française. Maintenant, venons sur un monsieur qui est plus ou moins extraordinaire. C'est Okara Bilai, qui est le gouverneur, n'est-ce pas, du Sud-Ouest. Okara Bilai est important ici parce qu'il est le gouverneur d'une province qui porte le pétrole français. Il est le gouverneur d'une région, en fait, qui appartient à la France. Et donc, c'est une région qui a le contentieux le plus clairement formulé, étant donné que c'est elle qui a les ressources, n'est-ce pas, de la zone en conflit. Ce qui fait que c'est elle qui devient intéressante de toutes les façons, même si c'est du nord-ouest, grosso modo, que les échanges politiques sont formulés. C'est dans le sud-ouest que l'enjeu véritable se trouve, que la bataille devient physique. Et s'il y avait une bataille, une bataille militaire, vous verrez que c'est dans le nord-ouest qu'il y aurait les véritables chars d'assaut, parce que ce serait pour protéger le pétrole qui se trouve à Limbe. Alors, Okara Bilai, voyons comment est-ce qu'il s'en va dans son travail. Il y a une vidéo très intéressante que j'aimerais que l'on voit. C'est une vidéo qui date de février 2018 et qui le montre allant dans son travail. It is exactly 8 a.m. on this 12th day of February 2019. The convoy of the Southwest Governor Bernard Okalia leaves the governor's office in Boya to journey to Kumba for official duties. The convoy moves slowly but surely. On arriving in Moyoka, Governor Bernard Okalia's convoy is attacked by unidentified armed men. There is an exchange of bullets between the elements of the armed force and these unidentified gunmen. After 10 minutes of shooting, the journey to Kumba continues. At Balangi, the convoy is halted once again. There is an exchange of bullets between the unidentified gunmen and the military. A journalist is wounded after being touched by a bullet. Inez Daniel Ondwambala of Canal 2 in her wounded condition is transferred to another car since their car is shot and the windscreens broken. It is no doubt that people no longer live in these areas as houses have been abandoned with the whole place surrounded by bushes. Several cars and houses have been burnt down along the Boya-Kumba highway. Finally, the convoy of Southwest Governor arrives Kumba. At about 1 p.m., the convoy of Southwest Governor leaves Kumba for Boya. Very conscious of an attack, the convoy moves with vigilance. Then, Moyoka again, a point where all persons in the convoy beckon for the Lord's intervention. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus, you are the pillar of, you are our pillar, Jesus Christ. Jesus. We can see the gunshot between the elements of the armed force and the separatist fighters. This is Moyoka subdivision where the governor is coming back from his journey. After the exchange of bullets in Moyoka,
The convoy finally arrives at the Southwest Governor's office with 2 official cars heavily destroyed and some military persons. Voilà, Okara Bilai, c'est un francophone du centre, c'est un Bafia, n'est-ce pas? Il est gouverneur d'une région anglophone, c'est un francophone, je souligne encore, du centre, Bafia, c'est le gouverneur d'une région anglophone. Il a la particularité d'être l'un des gouverneurs qui s'est le plus violemment opposé aux anglophones. Il a la particularité, je le répète, d'être celui qui a d'ailleurs qualifié les anglophones de chiens. Et cela, il l'a fait en septembre 2017. C'est-à-dire qu'il a la particularité d'être celui des représentants de l'État dans la zone anglophone qui s'est le plus opposé aux anglophones qu'il est supposé représenter en les qualifiant de chiens et en disant qu'il allait les tuer. Comme quoi, lorsqu'on parle de génocide, il est l'un de ceux qui ont mis en branle le génocide, n'est-ce pas, en utilisant les armes contre la population qu'il est supposé devant qui il est supposé représenter l'État. C'est-à-dire qu'il les appelait chiens. Et nous savons très bien que le génocide, le premier pas du génocide, c'est l'animalisation de la population, c'est la transformation de celle-ci en cancrela, en chien, en cochon, etc. Et donc, ce gouverneur, Okara Bilai, est donc le premier véritable à avoir transformé les anglophones en chiens, en animaux, et à avoir donc mis en branle le dispositif génocidaire dont on voit les résultats là. Il a fait en septembre, c'était septembre 2017, et depuis, il y a eu plus de 2000 morts, etc., des villages brûlés, près de 300 villages brûlés, etc. Donc, il est vraiment le cœur de la machine génocidaire. S'il fallait arrêter quelqu'un, c'est lui que l'on arrêterait. S'il fallait amener quelqu'un devant un tribunal, c'est lui que l'on amènerait devant un tribunal. Or, il est le gouverneur de la région pétrolière, de la région qui porte le pétrole français. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État aux affaires étrangères françaises, est venu au Cameroun, c'est au sud-ouest qu'il est parti, c'est chez Bikai, Okara Bilai qu'il est parti, c'est lui qui l'a rencontré, c'est avec lui qu'il a eu des sessions de travail. Je précise qu'il n'a pas eu des sessions de travail avec Lélé Lafrique, qui est de Bamenda, qui est le gouverneur du Nord-Ouest. Non, c'est avec Okara Bilai qu'il a eu des sessions de travail parce qu'évidemment, la France veut sécuriser son pétrole là. Comme quoi, Jean-Baptiste Lemoyne s'est centralisé à côté de son pétrole pour pouvoir l'analyser, c'est-à-dire pour pouvoir voir dans quelle mesure celui-ci peut être sauvegardé. Mais en fait, on peut aussi dire qu'il est venu implanter l'idée de sa décentralisation sur la table de Okara Bilai pour en faire le porte-parole. Mais ce qu'il faut aussi dire, n'est-ce pas, c'est que Lemoyne était et est jusqu'à présent le dernier représentant occidental à être venu dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement arrêté son voyage à Boya, il a aussi été le dernier en général à être venu dans la région génocidaire. Comme quoi, après lui, sont venus le représentant des États-Unis, Tibor Nagy, le représentant du Commonwealth, représentant la francophonie, Karen Bass du Congrès américain, etc., etc. La liste de l'Union africaine, la liste est vraiment longue et aucun de ces gens n'est plus parti dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme quoi, la région du nord-ouest et du sud-ouest a été coupée du monde après l'arrivée du représentant français. Il est essentiel de souligner ce représentant français qui n'est pas parti beaucoup plus loin qu'à Boya, où il est resté et où il a implanté cette idée de décentralisation qui deviendrait dans la position française. Mais il faut aussi souligner que Jean-Baptiste Lemoyne, lorsqu'il allait dans ce sud-ouest-là, lorsqu'il allait dans ce Boya-là, son convoi a été attaqué. Aussi attaqué que l'est le convoi de Okara Bilai lorsqu'il s'en va dans son bureau. Je dis ça parce que Okara Bilai, évidemment, habite Douala avec sa famille. C'est-à-dire qu'il n'habite pas dans le sud-ouest où il travaille. Là. Il habite plutôt Douala. C'est là où il a sauvegardé sa famille. C'est là où il a sauvegardé plus ou moins ses propres intérêts familiaux. Il s'en va donc dans le sud-ouest là comme un mercenaire. Il n'est pas le seul. Plusieurs préfets, sinon presque tous les préfets, les sous-préfets, etc., sont presque comme des mercenaires dans la zone anglophone. Il demeure. Son convoi a été attaqué, tout comme celui d'ailleurs de Lemoyne. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, leurs convois sont attaqués. Nous savons très bien c'est-à-dire une fois sans doute, on va entendre qu'il a été abattu parce que les conditions de travail sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'il est en train, grosso modo, de récolter ce qu'il a sémé lui-même. Parce que, rappelez-vous, il est celui qui a dit en septembre
en septembre 2017 qui a dit que les anglophones, c'est-à-dire la population anglophone, se retrouverait en lui devant les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire devant la violence de feu, au moment où chacun voulait en fait être entendu, au moment où on ne parlait pas encore de dialogue, au moment où lui-même, Okara Billah, était supposé entendre ce que les populations veulent dire, donc vient lui dire, lui qui est le représentant de l'État, comme quoi il avait décidé qu'il n'y aurait pas de dialogue, il avait plutôt décidé qu'il abattrait les anglophones en général, c'est-à-dire qu'il commencerait le génocide, et il avait mis en branle le dispositif génocidaire, comme je suis en train de dire. Et donc, avec Okara Billah, avec les mois, nous avons un couple très intéressant parce que c'est un couple qui s'influence, en fait, un couple dans ce sens où Okara Billah est le porte-bagage de l'idée française, devient le porte-bagage, en fait, de ce concept français de décentralisation, c'est-à-dire de cette idée qui veut que la solution au Cameroun soit en même temps la stabilité d'un État qui se retourne contre les populations, mais aussi la décentralisation de cet État-là et qui, avec la touche française, plus ou moins serait une décentralisation approfondie. Bon, bref, c'est ce que la France utilise plus ou moins comme un jargon, etc., pour saupoudrer cette idée, pour la rendre plus ou moins intéressante pour chacun d'entre nous. Mais cela dit, il serait intéressant de voir, de savoir que les anglophones n'ont pas seulement réagi devant Okara Billah par la violence, ils ont aussi réagi en verbalisant leur opposition. Écoutons-nous de ce point de vue, voyons plus ou moins ce que les chefs traditionnels disent, comment est-ce que Okara Billah s'entretient avec les chefs traditionnels, comment est-ce qu'il utilise cette violence-là, pas seulement des armes, mais aussi du bâton par rapport aux chefs traditionnels anglophones. Écoutons-le. Le sud-ouest est l'une des régions qui a été durement frappée par la crise et les différents traumatismes. Les populations du sud-ouest et les forces vives entendent saisir l'opportunité de ce grand dialogue pour mettre un terme à la présente situation d'atrocité, de criminalité qui accourt dans la région. C'est pour cela que, comme un seul homme, du plus grand au plus petit, se sont levés et ont fait le déplacement de Yaoundé. Les populations du sud-ouest ont présenté au chef du gouvernement d'importantes suggestions, notamment les projets structurants pour créer des emplois, et les populations qui sont patriotes ont dit qu'elles sont contre la sécession. Mais elles ont fait des propositions dans le sens de l'approfondissement de la décentralisation pour plus d'implication des élus locaux dans la gestion des affaires. C'est ce que je peux vous dire. Voilà Okara Billah, donc, qui est le porte-parole des élites et des populations anglophones. Ce devrait être intéressant pour tout le monde parce qu'il s'exprime déjà en français alors qu'il parle pour les populations anglophones dont le contentieux est d'abord la langue, ensuite les structures anglophones, c'est-à-dire d'éducation, c'est-à-dire juridique, mais il est en train de prendre la parole en français pour, dit-il, représenter les populations qui, il y a 2 ans, n'est-ce pas, s'étaient opposées à lui, contre qui il s'était opposé, devant qui il avait pris la parole disant qu'ils sont des chiens et qui s'étaient retournés contre lui avec des fusils. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir que sa volonté d'être le représentant des populations anglophones là, est torpillée par celle-ci elle-même et surtout par la prise de parole des chefs traditionnels qui ont, il y a quelques mois, en avril 2017, publié une note très intéressante que chacun devrait lire, dans laquelle ils expriment clairement leur refus d'être représentés par Okara Billah, c'est-à-dire c'était autour de la bataille autour du 20 mai où les chefs traditionnels anglophones ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas être représentés par Okara Billah et que celui-ci n'avait aucune légitimation en termes de représentativité par rapport à eux. On ne peut pas être plus clair en termes de désaveu parce que s'il faut parler de désaveu des populations, voilà ça.
Et c'est d'autant plus clair que les chefs traditionnels sont, comme nous savons, n'est-ce pas, des auxiliaires de l'administration, c'est-à-dire que c'est plus ou moins des subalternes qui refusent l'autorité de celui qui est supposé être le chef. C'est-à-dire qu'il leur donne un salaire. Nous savons très bien que les chefs traditionnels sont des salariés, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas, de l'administration territoriale. Et ici, les chefs traditionnels refusent l'autorité d'Okara Bilai dans un texte bien précis où ils lui disent qu'ils ne les représentent pas du tout. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui ont le droit de s'exprimer, c'est eux qui ont le droit de dire. Et donc, avec un désaveu aussi clair, chacun se poserait la question de savoir pourquoi alors est-ce qu'Okara Bilai tient à être, pourquoi est-ce qu'il tient à être le porte-parole d'une province, un, dont il ne parle pas la langue parce qu'il est francophone, deux, dont il n'est pas le représentant étant donné qu'il a été nommé par le président de la République, c'est-à-dire par Paul Biya, trois, qu'il a désavoué parce que les chefs traditionnels ont écrit un texte disant qu'il ne les représente pas du tout. Comment est-ce qu'il serait donc celui qui viendrait prendre la parole anglophone dans le grand dialogue national? Voilà l'une des questions extraordinaires que chacun devrait se poser. Mais la réponse est claire, c'est que Okara Bilai est évidemment le porte-bagage de la France. Il est celui qui exprime la position française, qu'il a dite d'ailleurs après sa rencontre avec le Premier ministre. Il a souligné le mot fétiche de la France qui est la décentralisation approfondie. Et la note en bas de page qu'il faudrait dire ici, c'est qu'il a précisé que cette fois-ci, c'est les populations anglophones qui veulent la décentralisation approfondie. Rappelez-vous, la semaine passée, nous avons passé toute une session où nous voyons comment est-ce que cette idée-là a évolué dans les structures françaises, comment est-ce que la décentralisation, comme verbalisée par Emmanuel Macron, elle est devenue approfondie lorsque présentée devant le Parlement français, du moins en commission des affaires étrangères. Maintenant, c'est Okara Bilai qui présente cette idée comme étant la volonté des populations anglophones, lesquelles populations à travers le chef le désavouent. Mais c'est extraordinaire. Cependant, il faut se rappeler que, et cela je l'ai déjà dit, que le Sud-Ouest c'est le lieu où se trouve le pétrole français, dont l'industrie s'appelle la Sonara qui a été brûlée, n'est-ce pas, dont l'industrie pétrolière a été mise en flamme, mais dont le sol appartient, grosso modo, à la France. C'est-à-dire l'espace du Sud-Ouest, l'espace est un espace français, disons-le clairement, c'est un espace qui est tout simplement supervisé par les Boulous. Et Paul Biya d'ailleurs, il a perdu un neveu qui a été abattu au début de la crise. Il est allé au deuil. Les photos sont, des vidéos sont là de Paul Biya allant au deuil de son neveu, Van Vodor, qui a été abattu, n'est-ce pas, parce qu'il était un soldat qui travaillait autour du pétrole familial. Donc voilà, Okara Bilai, disons donc, qui est le porte-parole d'une idée française, malgré le désaveu des populations autour de lui, malgré le désaveu des anglophones, devant lesquels il manque tellement de considération qu'il les appelle chiens. Voilà, ça il faut le souligner. Mais il faut aussi se rappeler que Buea, c'est un lieu de bataille rhétorique extraordinaire. Et j'en profite pour saluer le travail des populations qui se battent contre l'infamie qui est imposée sur leur tête, contre l'infamie qui leur tombe dessus en plusieurs visages, sur plusieurs visages, n'est-ce pas? Je les félicite. Mais l'une des voix discordantes qu'il faut toujours écouter, qu'il faut sans doute prendre dans la mesure de sa propre intelligence, c'est celle de Agbo Bala, n'est-ce pas, qui participe au grand dialogue national et qui, en fait, à la surprise de beaucoup qui y participent, c'est avec lui que la crise a commencé, c'est derrière lui que la crise a commencé, du moins, et c'est parce qu'il, en tant que leader coopératiste des juristes et des avocats, il avait mis en branle ses collègues pour revendiquer, n'est-ce pas, l'application du droit anglais, et avec les enseignants, ils ont commencé dans ce qui est devenu actuellement un mouvement extraordinaire dans notre pays. Donc, c'est intéressant de savoir que Agbo Bala participe à ce grand débat national, justement parce que la première tentative de dialogue avait lieu avec lui, autour de lui, avec les enseignants, et il avait été arrêté. Il avait été jeté en prison avec également Tassan qui représentait les enseignants. Ils avaient été arrêtés. Tassan est toujours en prison. Agbo Bala est libre. Donc, c'est intéressant de voir cette dynamique-là où, d'une part, Agbo Bala participe à un dialogue dont Tassan, qui était son colistier, est exclu
étant en Conakry, dans la même ville où il est. Donc, c'est intéressant de voir ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que Agbo Bala dirige un centre des droits humains qui est installé à Buea, dans le sud-ouest. Un centre donc qui donne des rapports extraordinaires, qui nous a sorti la liste des 300 villages brûlés, n'est-ce pas, qui nous donne des rapports des violations extraordinaires des droits humains, qui nous donne un parcours d'enfer que traverse le nord-ouest et le sud-ouest, qui traverse la zone anglophone. C'est intéressant de savoir que Agbo Bala, n'est-ce pas, à partir de Buea, soit une voix discordante qui, en face du gouverneur Okara Bilai, répond à cette manœuvre française qui veut imposer la décentralisation avec une volonté de fédéralisme en 2 États. Je précise qu'Agbo Bala ne veut pas un fédéralisme en 10 États, mais en 2 États et une rotation présidentielle, etc. C'est plus ou moins théorique, mais on demeure sur le fait que Buea, c'est le lieu de cette bataille. C'est le lieu de cette bataille entre 2 camps qui se regardent l'un en face de l'autre. Et Buea, malheureusement, pour Agbo Bala, je dirais, est représenté plutôt par le gouverneur, une personne nommée par Paul Biya, donc représentée par le gouverneur qui est francophone et qui est un porte-bagage, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la France, de l'idée française qui est la décentralisation. Voyons donc maintenant ce que cette décentralisation, comment est-ce qu'elle est utilisée de manière tactique. Parce que les tactiques françaises devraient être analysées pour voir dans quel genre de piège nous tombons, mais aussi pour ouvrir les fenêtres d'espoir, pour regarder quelles sont les poches de possibilités qui nous restent et qu'on peut utiliser. Je vais revenir sur Agbo Bala et puis sur le rapport qu'il fait, le rapport que son organisation a publié au Canada et qui est d'une importance extraordinaire parce qu'il donne quand même la voix aux victimes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, autrement, ne sont pas du tout écoutées dans le grand dialogue national, c'est-à-dire qui ne sont pas présentes, même si théoriquement, elles sont mentionnées. Bon, et ce qui est important ici, c'est que l'imposition de l'idée, n'est-ce pas, de la décentralisation est en train de chasser l'expression des anglophones, même si dans son point de vue limité, Agbo Bala représente celle-ci. Disons, l'expression, le travail politique normal, logique, aurait voulu qu'une conférence anglophone ait lieu. Et nous savons que l'Angleterre, spécifiquement les États-Unis aussi, ont toujours soutenu l'idée d'une All Anglophone Conference portée par le cardinal Toomey. Nous le savons. Depuis 1 an, depuis 2 ans, c'est l'idée qui a toujours marché au Parlement anglais, qui a d'ailleurs été verbalisé plusieurs fois dans le House of Commons, qui a été souligné plusieurs fois par des députés anglais. L'idée de la All Anglophone Conference. Et ça fait sens parce qu'on ne peut pas venir dans un grand dialogue national sans que les anglophones eux-mêmes déjà se soient entendus entre eux sur un nombre de choses essentielles. Comme nous savons, le cardinal Christian Toomey nous a donné plus ou moins certains aspects de cette voie anglophone-là, dont, nous dit-il, 69% veulent la sécession. Je répète, 69% veulent la sécession. Comme quoi, les anglophones, lorsqu'ils s'expriment, et ils se sont exprimés lors sur un questionnaire que Christian Toomey ou bien son équipe a posé, n'est-ce pas, veulent à 69% l'indépendance de la zone anglophone sous la forme de l'Ambazonie. Ça veut donc dire que même Agbo Bala devient minoritaire, mais avec 69%, Toomey laisse exprimer les anglophones qui souhaitent l'indépendance de l'Ambazonie. Nous avons à partir de la zone anglophone des voix qui sont exclues et celle qui est acceptée, c'est la plus absolument modérée qui ne permet qu'un fédéralisme à 2 États. Et donc, ce qui est exclu, c'est la voix anglophone en général, dont l'expression est claire. Mais comment est-ce que cette exclusion a lieu? Le grand dialogue, le All Anglophone Conference aura évidemment lieu, nous le savons, mais après le grand dialogue national, après le grand dialogue national, ce qui veut dire que son potentiel politique aura été évacué, sa force politique aura été tuée, c'est-à-dire son bagage politique aura été nullifié. La grenade que le cardinal Christian Toomey aurait mis sur ce Cameroun-là aura été désamorcée. Et
c'est ça la tactique, c'est ça le côté tactique qui se trouve dans le calendrier. Je répète donc, la France ne vient pas seulement avec cette idée-là qui est la décentralisation, qui devient décentralisation approfondie, elle rend également impossible l'expression des anglophones en donnant la parole anglophone à un individu, au Kalabilai, n'est-ce pas, qui méprise les anglophones et les méprise tellement qu'il est francophone et les transforme en chiens et qui est désavoué absolument par les anglophones de telle sorte que ceux-ci tirent sur lui lorsqu'il s'en va dans son travail et en même temps est désavoué par les chefs anglophones. Mais la France utilise également un calendrier qui désamorce le point de vue anglophone qui aurait exprimé la volonté, n'est-ce pas, d'indépendance. Cette volonté-là qui est portée par le document de 400 pages du cardinal Christian Thomy remis à Dion Goutet. Comme quoi, la voix anglophone a été exclue même si elle est sur la table. Vous voyez donc que nous nous retrouvons avec un dialogue qui, parce qu'il exclut la voix anglophone, parce qu'il rend impossible l'expression de celle-ci et parce qu'il ne donne place qu'à son expression la plus ridiculement impossible qui est le fédéralisme à deux États, nous avons dans les anglophones qui, dans ce dialogue-là, ne peuvent pas dialoguer, ne sont pas des partenaires d'un dialogue parce que, comme je dis la semaine passée, un dialogue, c'est deux personnes, et comme chacun le sait, c'est deux personnes qui s'entretiennent avec un protagoniste et un antagoniste. Mais ce que c'est-à-dire l'idée, n'est-ce pas, de décentralisation approfondie exclut également, c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on revienne. C'est pourquoi j'ai mentionné Jean-Baptiste Lemoyne au début. Jean-Baptiste Lemoyne est le dernier représentant occidental à venir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après lui sont venus le représentant des USA, le représentant, n'est-ce pas, du Commonwealth, de la francophonie, etc., etc. Et aucun d'entre eux, Karen Bass, Thibon Nagui, etc., aucun d'entre eux n'a eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. Bachelet, représentant de l'ONU, aucun d'entre eux n'a eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. C'est uniquement Lemoyne, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est allé au nord-ouest et qui a eu une session commencée avec au Kalabilai. Ce qui se passe là, c'est la fabrication du silence. C'est-à-dire, c'est la manufacture du silence. C'est donc rendre impossible l'expression de la victime. Parce qu'entre-temps, un génocide a eu lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Entre-temps, il y a eu 300 villages brûlés, des femmes qui ont été violées, des hôpitaux qui ont été calcinés, des écoles qui ont été détruites, etc., etc., des gens qui ont été tués, des familles, des bébés qui ont été abattus. Donc, il y a des centaines de personnes qui peuvent témoigner. Et ce genre de témoignage n'est possible que par une commission d'enquête internationale. Le premier pas pour une commission d'enquête internationale, évidemment, c'est ce genre de visites, n'est-ce pas, d'envoyés, etc., qui arrivent là-bas. Hein? Mais ce qui est essentiel, c'est que accès leur est empêché. Accès leur est empêché au nord-ouest pour donner la possibilité, n'est-ce pas, à la prise de position française qui est portée, n'est-ce pas, qui est mise sur la table par la visite de Lemoyne pour lui donner le poids politique dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'on retire aux victimes le poids de leur témoignage en rendant impossible l'écoute de ce témoignage-là pour laisser la possibilité aux criminels, n'est-ce pas, pour laisser la possibilité aux criminels de s'exprimer. C'est-à-dire à Kalabilai, qui est celui, n'est-ce pas, qui disait que ces victimes-là sont des chiens en septembre 2017 et qui a donc mis en branle le dispositif génocidaire contre eux. C'est une tactique extraordinairement machiavélique, c'est une tactique extraordinairement vicieuse, c'est une tactique extraordinairement diabolique. Parce qu'elle veut que les anglophones soient représentés par le tueur. Parce qu'elle veut que les populations anglophones, n'est-ce pas, leur point de vue soit articulé par celui qui les viole, qui les tue, et qui en plus n'est même pas anglophone. Parce qu'elle veut que les anglophones, n'est-ce pas, soient représentés au final par celui qui est le porte-bagage de la France. Parce qu'elle veut que les anglophones expriment le point de vue de la France. Parce qu'elle nullifie
intellectuellement les anglophones. Et c'est ce qu'on appelle vraiment fondamentalement le génocide intellectuel. Parce qu'elle rend impossible, non existant le point de vue anglophone, en faisant d'Okara Bilai celui qui verbalise ce point de vue-là. Vous voyez donc qu'on se retrouve avec un serpent qui a deux têtes et qui se retourne contre les anglophones de deux façons. De la première façon, en venant avec une idée que les anglophones rejettent, la décentralisation, parce qu'avec le président Toumi, 69% d'anglophones veulent, comme j'ai dit, n'est-ce pas, l'indépendance, et quelques-uns veulent ce qu'Agbo Bala présenterait, qui est, le fédéralisme à deux États. On se retrouve donc avec, d'une part, cette idée-là française qui arrive et qui est déposée sur la table, et d'autre part, on se retrouve avec l'exclusion systématique des anglophones qui sont les victimes. Et on se retrouve donc avec, d'une part, cette idée qui est articulée par le criminel, l'idée de la décentralisation, et puis d'autre part, la possibilité de la victime même qui est nullifiée. La possibilité d'une commission d'enquête, la possibilité des gens qui écoutent les victimes, la possibilité de la communauté internationale qui se mettent au chevet de la zone anglophone pour entendre le cri des anglophones. Mais c'est extraordinaire. Hier, j'ai vu une émission à la CRTV en préparation au grand débat national, n'est-ce pas, où c'était des anglophones qui prenaient la parole. Je n'ai jamais vu d'émission aussi triste, où il y avait Agbo Bala, il y avait des anglophones, etc., où finalement des gens étaient au bord des larmes parce qu'ils n'ont jamais été écoutés. Ils n'ont jamais été écoutés parce que ce qui leur tombe sur la tête, c'est moins la violence même de leurs voisins que celle de la France sur la terre de qui ils sont, même si c'est leur propre terre. C'est la violence donc de la France qui leur impose sur la tête le respect de ses intérêts. C'est la violence de la France qui veut que le pétrole anglophone lui appartienne sans avoir aucun égard par rapport aux populations même qui vivent sur cette terre-là. C'est la voix de la France qui arrive sur cet espace-là et un espace où elle cultive finalement le génocide parce qu'elle manque de regard absolu devant les populations qui vivent sur cette terre-là. Et donc, le personnage intéressant devient Okara Bilai. Avant, je me disais que ce serait peut-être le Nord-Ouest. Non, c'est Okara Bilai parce qu'il est gouverneur de la région pétrolière du Cameroun. Il est gouverneur de la région où se trouve la Sonara. Il est gouverneur de la région où se trouvent les intérêts occidentaux. Il est gouverneur de la région où se trouvent les intérêts de la France spécifiquement. Donc, le fait que ce soit lui qui verbalise la position de la décentralisation qui est celle de la France est tout à fait logique. Le fait aussi que ce soit lui qui manque absolument de regard par rapport aux populations anglophones est tout à fait logique parce que les deux sont les deux faces de la même feuille. Ce sont les deux faces, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la même histoire. Maintenant, à la fin, disons, il faut bien se poser la question de savoir que faire. Que faire, que faire, que faire. Parce que là, c'est la question essentielle. Déjà, la première chose dont il faut se rappeler, c'est que la décentralisation et avec elle, n'est-ce pas, le grand dialogue national ne peut qu'être une farce. Déjà parce que c'est une idée qui est française, qui vient sur sa table. Mais c'est une farce parce que cette idée-là ne donnera pas au Cameroun, ne donnera pas aux anglophones ce dont ils ont besoin, qui est au minimal l'élection des gouverneurs. Au minimal, je répète, l'élection des gouverneurs. La question, c'est donc de savoir, est-ce que le remplaçant d'Okara Bilai sera élu ou pas? Voilà la question. Est-ce que celui qui va être le gouverneur du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest sera élu ou pas? Est-ce que celui qui va représenter les populations anglophones après Okara Bilai sera élu ou pas? Voilà la question. On peut perdre tout son temps sur des termes, décentralisation approfondie, décentralisation fédéraliste, etc., etc. C'est une perte de temps si on ne touche pas la machine même qui représenterait les voix anglophones. Et c'est l'élection. Est-ce que le gouverneur qui va remplacer Okara Bilai sera élu ou pas? C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir dans cette zone du Cameroun quelqu'un dont la voix représente les populations de cette région-là, de telle sorte qu'il ne soit pas désavoué par les chefs, alors que son ministère leur donne un salaire.
de telle sorte qu'ils ne soient pas obligés de traverser cette zone-là avec des gardes du corps parce que les populations lui tirent dessus. De telle sorte qu'ils ne soient pas dans cette région-là beaucoup plus le représentant des intérêts français qui l'écoutent beaucoup plus que ceux des populations de la région elle-même. La question, c'est donc de savoir, est-ce que le gouverneur de la région du Sud-Ouest sera élu au terme du Grand Dialogue national? Ça veut donc dire que est-ce que les gouverneurs des régions seront élus par les populations? Par les populations. Et là, il n'y a pas du tout de compromis parce que c'est le minimal. Et c'est ce que les populations anglophones expriment. C'est ce que chacun demande. C'est ce que tout le monde veut. Donc, ce n'est pas une question de terminologie, de décentralisation fédérale. Non, 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 non. C'est une question de structure, de représentativité. C'est une question de reconnaissance de la voix des populations qui vivent sur un espace et donc, dans ce sens-là, de reconnaissance du fait que les biens de cet espace-là seraient utilisés pour leur bien-être, pour la constitution même de leur richesse, c'est-à-dire pour, en fait, fructifier leur région, comme quoi le pétrole de Limbé serait en tout premier utilisé pour aider les populations du Sud-Ouest et pas pour fructifier la France. Sinon, Emmanuel Macron, qui ne s'est même pas donné la peine de venir au Cameroun et dont le représentant, n'est-ce pas, Jean-Baptiste Lemoyne, est venu en tout dernier au Cameroun. La deuxième chose, la première, c'est l'élection des gouverneurs. La deuxième chose, évidemment, c'est le génocide. Le fait que Lemoyne soit le dernier représentant occidental à partir dans le Nosso fait que le génocide, n'est-ce pas, n'est pas encore été pris au sérieux. N'est pas encore été pris au sérieux. Comme nous savons, Biya a parlé du génocide dans son discours, comme nous savons, l'Angleterre a parlé du génocide, etc., etc. Mais nous avons cette question-là qui n'est pas comme thème dans le Grand Dialogue national. Qu'est-ce qu'on fera de ça? Bien, on ne peut pas parler de génocide sans qu'on en parle dans le Grand Dialogue national. Ça veut donc dire qu'on devrait en parler quelque part. Il y a une semaine, l'ONU a eu une session où était Agbo Bala, on revient sur lui, n'est-ce pas, une session où il a présenté le cas du Cameroun, où il a présenté les crimes génocidaires qui ont lieu au Cameroun, où il a présenté, sans mentionner le mot, sans utiliser le nom, où il a mentionné les crimes contre l'humanité qui ont lieu au Cameroun. Nous avons dans le Cameroun qui est un thème en termes de crimes contre l'humanité, mais à l'international, mais ne l'est pas à l'intérieur du Cameroun. Il n'est pas à l'intérieur du Cameroun, évidemment, parce que la France l'évite, parce que bien l'évite, parce que bien, justement, le trouve comme une accusation farfelue. Et rappelons-nous que le ministre des Relations extérieures est parti à l'ONU dire que c'était plutôt les Ama Boys qui commettaient des crimes, chose que bien lui-même a répété dans son discours. Il demeure. Le génocide est là. Le génocide est là. C'est l'huile qui est sur l'eau. Le génocide, le génocide, le génocide, on ne peut pas y échapper. Lemoyne peut être le dernier représentant occidental à être venu au Cameroun. C'est-à-dire que les représentants des USA, de l'ONU, etc., ont été bloqués. C'est-à-dire que le nord-ouest et le sud-ouest est finalement est une région qui est coupée de l'univers. La France peut être le dernier pays à avoir mis les pieds pour pouvoir témoigner afin d'imposer son point de vue. Le génocide fait que les barrières, n'est-ce pas, les barrières des intérêts tombent. Le génocide fait que l'humanité commence à se réveiller. Le génocide fait que chacun commence à regarder. Le génocide fait que chacun commence à vouloir la vérité. Et donc, c'est ici qu'il faut juste se rappeler que la voix la plus importante, la voix nécessaire, la voix qui portera la douleur camerounaise est américaine. Elle est anglophone, elle est américaine, elle est anglophone, elle est américaine. Comme quoi? Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. On arrivera sans doute à ce scénario-là. Déjà, la reconnaissance de ce qui se passe au Cameroun comme étant un génocide au niveau international. Peut-être que l'ONU ne nous aidera pas là-dessus, mais il demeure les États-Unis sur le chemin idoine. Sont le chemin idoine, sont le chemin qui, par la diversité de ses possibilités, par la grandeur de ses voix, n'est-ce pas, par son historicité et même par le fait qu'au niveau de la Maison-Blanche, il y ait un bureau du génocide, les États-Unis sont l'espace où cette question du génocide sera posée et devra être posée. Le génocide, le génocide. Voilà la solution qui nécessairement devra être portée par l'extérieur, c'est-à-dire d'abord par la communauté internationale, l'ONU pas tellement, mais les États-Unis, mais aussi par la diaspora,
par le lobbying de la diaspora, par le travail de la diaspora, par la volonté de la diaspora de faire la voix anglophone être écoutée. Parce que quel qu'en soit le cas, ce qui se passe au Cameroun est criminel et ne peut pas être effacé par quelque chose qu'on appelle le grand dialogue national, dont le but évident, le but clair, c'est d'imposer le point de vue français, d'imposer des structures françaises, mais en même temps de rendre impossible